Dans cette présentation, nous allons nous allons continuer sur les vaccins et nous allons aborder les anticorps monoclonaux et les anticorps polyclonaux. Donc, en abordant les vaccins, on va se poser la question, quels sont les vaccins communément utilisés dans le programme de vaccination? Quels sont les vaccins qui ne sont pas très communs, qu'on utilise juste de manière circonstancielle? Quel est l'impact des vaccins? Est-ce qu'on peut réellement mesurer cet impact et montrer cet impact au-delà de ce qu'on peut penser de l'impact des vaccins? D'accord? Et on va terminer avec les anticorps monoclonaux. C'est quoi les anticorps monoclonaux? C'est quoi les anticorps polyclonaux? Comment est-ce qu'on fait pour les produire? D'accord? À quoi ces anticorps servent-ils en en termes médicaux, mais aussi en termes de recherche? Alors, pourquoi la vaccination? Alors ça, c'est pas correct. J'ai dit pourquoi la vacciner? Pourquoi la vaccination? Je vais corriger ça avant d'aller plus loin. Vous allez remarquer que mes présentations peuvent varier entre le moment où je vous les partage et le moment où je donne la présentation parce que je suis toujours en train de réfléchir s'il y a des choses à améliorer sur mon cours. Alors, la vaccination, utilisation et bénéfices. Ça, c'est un sujet. C'est un sujet de réflexion que je vous adresse. Donc, vaccination, utilisation et bénéfices. Écrivez ça. Et je voudrais que vous preniez le temps de réfléchir sur les utilisations des vaccins et sur les bénéfices, mais aussi les inconvénients. Parce que, comme nous l'avons vu la dernière fois, il n'y a pas que des avantages, il peut aussi y avoir des inconvénients. D'accord? On a parlé des personnes, notamment immunodéprimées, qui peuvent réellement tomber malades à cause d'un vaccin. En voulant prévenir une maladie, on peut se retrouver dans de très mauvais draps. Mais la vérité, c'est que la proportion de problèmes est moins importante que la proportion des bénéfices. Et c'est pour ça qu'on va quand même se lancer dans la vaccination. Donc, pourquoi les vaccins? Parce que les avantages dépassent de loin les risques. Alors, quand on dit que les avantages du vaccin dépassent de loin les risques, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, nous avons beaucoup parlé de variole jusqu'à présent et on va prendre le cas de la variole. Nous avons dit que la variole peut causer la mort et des complications quand ce n'est pas la mort. Alors, avec des chiffres avérés, vous allez voir que, alors, un enfant sur 2000 non vacciné est susceptible de développer une inflammation cérébrale très grave en comparaison à un enfant sur 1 million qui va développer la même condition. Alors, si vous êtes euh, quelqu'un qui doit prendre des décisions, on vous dit qu'il y a une maladie. Cette maladie-là,
il y a une chance sur 2000 pour que vous ayez une inflammation cérébrale grave sans être vacciné et que en étant vacciné, vous avez une chance sur 1 million de développer le même genre euh, de complications. Alors, question, qu'est-ce que vous allez décider de faire en tant que parent d'enfants? Pour la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas encore parent, d'accord? Mais vous vivez dans une communauté et vous devez prendre des décisions parce que, évidemment, effectivement, il faut que la communauté puisse vivre selon certaines normes. Question, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous feriez et pourquoi? La question s'adresse à la classe. Quelqu'un pour répondre? Monsieur, Oui? on n'a pas suivi la question. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui. Alors, si vous deviez, si vous étiez la personne qui devait prendre les décisions, admettons que vous avez un enfant. On vous dit que sans être vacciné, votre enfant a une chance sur 2000 de développer une inflammation cérébrale grave et que, en étant vacciné, votre enfant aurait une chance sur 1 million de développer la même affection. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que ma question est claire? Merci veut dire quelque chose. Ah non, c'est Ernest. Oui, monsieur, nous avons bien entendu votre question. OK? Et c'est Oui, quoi monsieur, votre par rapport à réponse? votre... Ah, monsieur, je préfère opter pour une vaccination, monsieur. OK, mais pourquoi vous opterez pour la vaccination? Monsieur, vu que la vaccination euh, nous donne un peu, disons, plus de grandes chances, disons, de sauver l'enfant. OK? Et c'est pour ça que, en fait, la communauté nationale, locale, internationale, si vous voulez, a adopté le principe de la vaccination. Bien entendu, les propositions viennent souvent d'ailleurs et nous allons en discuter dans quelques temps. Euh, Lorsque vous regardez ce tableau ici, ce tableau vous donne les maladies, d'une part, et le nombre de cas pour chaque maladie avant la vaccination et le nombre de et l'impact de la vaccination sur le nombre de cas. Alors la diphtérie, je ne sais pas si en immunopathogénèse vous avez parlé de la diphtérie, mais ça vaut le détour de regarder un peu au niveau de la diphtérie. Mais pour un souci de temps, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, parce qu'il y a d'autres maladies qu'on va regarder en détail. Alors, la diphtérie, entre les années 1920 à 1922, touchait environ 175 885 personnes. Après l'adoption de la vaccination, près de 100% de diminution. Donc aujourd'hui, pour que vous rencontrez une personne qui vous dit j'ai eu la diphtérie, c'est proche de zéro. OK? Question, combien d'entre vous ont rencontré une personne qui a eu la diphtérie?
Est-ce qu'il y a une personne ici qui a connu des cas de diphtérie ou un cas de diphtérie dans leur vie? Personne? Oui, non? Monsieur, monsieur, Oui, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez connu une personne? monsieur. Oui? Oui, je vous écoute. Allô, monsieur. Oui? Non, c'est moi, je voulais savoir, c'est quoi la diphtérie? La diphtérie, c'est une maladie Monsieur, c'est quoi la bactérienne. diphtérie? C'est une maladie bactérienne. OK? Uh-huh. Oui, c'est une maladie Ah, bactérienne. d'accord. Oui, c'est une maladie bactérienne qui est, Uh-huh. immunodégénérative, OK? Qui attaque pas mal de systèmes dans le corps. Donc, il y a une toxine. D'accord, monsieur. Oui, c'est la toxine de la diphtérie, en fait, elle est ce qu'on appelle une exotoxine. Et cette exotoxine-là, elle est neurotoxique. OK? Vous me suivez? D'accord, Mhm. monsieur. Oui? Merci. Monsieur, la diphtérie est contagieuse. Oui, la diphtérie est contagieuse, oui. D'accord, monsieur. Oui, elle est contagieuse. Donc, question, en immunopathogenèse, au niveau des mécanismes d'infection ou de virulence, quels sont certains pathogènes que vous avez vus? Monsieur, Oui? on n'a pas compris la question. Quels sont certains pathogènes que vous avez vus au niveau de l'immunopathogenèse? Monsieur, nous avons vu le Plasmodium falciparum, monsieur. OK, vous avez vu le Plasmodium falciparum, OK? Le staphylocoque aureus. Uh-huh. Mycobacterium tuberculosis. OK. Ils vous ont aussi parlé de Mycobacterium ulcerans? Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Oh, ça, c'est mon pote. J'aurais dû vous parler de Mycobacterium ulcerans. OK. Bon, qu'à cela ne tienne. Attendez 2 secondes. Je suis en train de... Je suis en train de regarder quelque chose pour vous. Yep. OK. Euh, alors, ce serait peut-être que je vous donne quelques éléments de certains de ces pathogènes, mais on va voir si on a un peu de temps. Si on a un peu de temps, je vais vous donner ces éléments-là. Pour l'instant, on va d'abord avancer sur le cours, d'accord? Donc, vous avez les maladies à Haemophilus influenza de type B. Alors, lorsque vous regardez ces maladies
influenza qui attaque en général le système respiratoire, d'accord? Il y a à peu près 20 000 cas estimés, alors qu'avec la vaccination, il y a eu une diminution de 98,8%, ce qui est presque 99%. Ce n'est pas rien. Vous avez la rougeole, 500 000 cas à peu près entre les années 58 et 62. Et aujourd'hui, la rougeole est presque éliminée. Les oreillons, les mumps en anglais, 152 000 cas en 68. Et aujourd'hui, avec la vaccination, 99,2% de diminution. Donc, vous ne voyez que des cas ici dans les années 68, par exemple, ici, là, 62, 1922, à cause de l'introduction de la vaccination. Parce qu'en 2024, vous n'avez presque pas ces cas-là. D'accord? La coqueluche, le vaccin de la coqueluche, a été introduit dans les années 20, alors qu'on enregistrait à peu près 147 000 cas après l'introduction de la vaccination, une diminution dramatique de 90%. La poliomyélite, on va parler de la poliomyélite. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on discute un peu des détails de la poliomyélite. On verra ça un peu plus après, quand on va parler des vaccins en détail. Il y a une diminution de 100% de la poliomyélite. La rubéole, 50 000 cas entre 66 et 69. Aujourd'hui, près de 100% de diminution des cas. La variole, presque 100% de diminution des cas. Le tétanos, presque 100%, donc 98% de diminution des cas. Et on peut se poser la question, OK, bon, c'est vrai, on attribue ce recul de ces infections à la vaccination, mais est-ce qu'on peut regarder dans le temps comment ces vaccins ont impacté ces maladies? Alors ici, vous avez un graphe qui vous montre en fait l'impact du vaccin de la rougeole sur le nombre de cas de rougeole. Donc, le vaccin de la rougeole a été introduit en 1963. En 1974, l'OMS a adopté le vaccin dans un programme qu'ils ont appelé Expanded Program of Immunization, EPI. Expanded Program of Immunization. Expanded, c'est qu'on étend. D'accord? Programme étendu de vaccination. Donc, on ne va pas se limiter à une certaine région pour faire la vaccination. On va dire que ça, la rougeole, c'est un problème, pas simplement local, c'est un problème mondial. Donc, on va adopter une politique d'immunisation mondiale. Donc, là, ce graphe vous montre la progression ou du moins l'impact de la vaccination de 1980 à 2022. Alors, notez que en 1980, il y avait 3 852 242 cas qui étaient avérés et enregistrés selon les protocoles de l'OMS. D'accord? En 2022, il y avait 205 173 selon les données de l'OMS. D'accord? Et les données rapportées par différents pays.
vous pouvez voir une diminution dramatique dans le recul de la maladie. OK? Et en voyant ce recul de la maladie, on ne peut que penser que le vaccin contre la rougeole a joué un rôle prépondérant dans le recul de cette maladie. Et c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que la rougeole n'existe pas. Oui, Marcy? Monsieur, sur la diapo précédente, sur le graphe, on voit que le nombre de cas de rougeole diminue, mais avant d'arriver en 2022, il y a eu une augmentation. Oui, Elle s'explique comment? très bonne question. Très, très bonne question. Merci, Marcy. Euh, bon, on va un peu titiller un peu la curiosité des uns et des autres ici. OK? Qu'est-ce que la classe pense? Vous pensez que ça pourrait être dû à quoi? Oui, Dalia? Monsieur, je pense que ça pourrait être dû, bon, on va dire que ils ont arrêté de vacciner à un moment donné et puis parce que la maladie, pour eux, la maladie avait déjà disparu, donc ils ont arrêté de faire des vaccins. Donc, Mhm. ça s'est émergé comme on dit. Voilà, réémerger. Très bien. Alors, ici, pour créer une discussion, alors je parle en quoi la vaccination est-elle victime de son propre succès? Alors, je vais revenir en arrière. En quoi la vaccination est-elle victime de son propre succès? Imaginez-vous, les gens qui sont nés dans les années 90, d'accord? On est en 2020, 2024 ou 2025 aujourd'hui. Beaucoup sont des adultes et beaucoup n'ont pas connu la rougeole. Et parce qu'ils n'ont pas connu la rougeole, et ils ont pensé que, bon, on nous force à vacciner nos enfants. Oui, mais qu'est-ce que le gouvernement essaie de nous faire? On essaie de nous injecter des choses, contrôler la population mondiale, ainsi de suite. Et puis, il y a des mouvements qui existent contre la vaccination. D'ailleurs, l'élection qu'on vient d'avoir ici aux États-Unis, qui a porté le nouveau président à la tête du pays, il a nommé au département de la santé, en tout cas dans un pan du département de la santé, un monsieur qui s'appelle Jeff Kennedy. Vous avez entendu parler de Jeff Kennedy? Oui, non? Vous me suivez? Monsieur Kennedy, c'était pas un président des États-Unis. Oui, 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 il avait été assassiné, mais c'est un des Kennedy, d'accord? C'est un des Kennedy, il s'appelle Jeff Kennedy, qui est très bon ami à notre président actuel et qui a été nommé. Bon, il a été nommé, mais il a été proposé pour nomination. Alors lui, il a mené une campagne farouche contre la vaccination. Et il continue d'ailleurs à mener une campagne farouche contre le principe de la vaccination. Et c'est par ces moyens qu'il y a ces augmentations de cas de rougeole. Parce qu'il y a des gens qui disent que nous, on ne vaccine pas. Effectivement, il y a des suiveurs, donc ils suivent et ils ne vaccinent pas. Et avant même, avant même que plusieurs années ne passent, donc vous voyez, il y a un pic. Et ce pic-là, il n'est pas rien, hein.
c'est quand même, on va proche du million là. On est juste un peu en dessous du million, d'accord? Du nombre de cas. Imaginez alors que la campagne anti-vaccination soit très efficace en termes de décourager les gens à vacciner leurs enfants. Imaginez un seul instant que ça soit très efficace, que les gens effectivement fassent de la résistance en grand nombre dans plusieurs pays du monde, ce que le nombre de cas de rougeole serait. Question. Est-ce que pendant qu'on est en train de vacciner les gens, la rougeole qui diminue en nombre de cas est parce que la rougeole, le virus, a disparu? Est-ce que le virus a disparu? Non, monsieur, le virus n'a pas disparu. Le virus n'a pas disparu. Il est bien là et il est bien présent. Et à cause de l'immunité collective, on a une certaine protection. Donc, en fait, le point de discussion ici, en quoi la vaccination est-elle victime de son propre succès? Eh bien, on le voit. Parce que tellement, on le voit dans la diapo précédente, parce que tellement les vaccins a été efficace, par exemple, un vaccin comme celui de la polio. Pardon? Par exemple, le vaccin de la polio, il a été tellement efficace que 100% des cas. Donc, du coup, les gens qui vivent aujourd'hui ne connaissent pas la polio. Donc, du coup, ils se disent, mais pourquoi vous voulez nous vacciner? Donc, avançons un tout petit peu. Alors, quels sont les vaccins systématiques? Je vous ai mis les acronymes en anglais parce que vous allez voir ça, même chez vous là-bas au Gabon, vous allez voir ça. OK? Donc, certains vaccins sont adoptés pour administration systématique sur les enfants et ou les adultes, ça dépend du vaccin. D'accord? Il y a des vaccins qui sont combinés, comme par exemple MMRV, OK? Le vaccin de la rougeole, auréon, rubéole et varicelle. On peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que tous ces vaccins-là sont administrés en une seule fois? Pourquoi on ne fait pas, on vaccine pour la rougeole, on vaccine pour les auréons, pour la rubéole et la varicelle, tout ça séparément. Okay? L'idée derrière, c'est réellement pour diminuer le nombre d'injections données aux enfants ou aux adultes. D'accord? En diminuant le nombre, le nombre d'injections, on diminue aussi le nombre de risques dus à une mauvaise injection. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une mauvaise injection? Oui, monsieur. Oui. Une mauvaise injection, c'est complètement possible. Malheureusement, on voit cela. D'accord? Donc, en minimisant le nombre d'injections, on regarde au niveau du bien-être du patient, pas seulement ce que le vaccin va produire comme protection, mais aussi le discomfort. Donc, comment on appelle ça en français? La gêne que le vaccin, l'acte de l'injection va causer. D'accord? Donc, il y a le DTaP, le IPV et le HIB qui sont en fait D pour diphtérie, TA pour tétanos
P pour pertussis, c'est la coqueluche. D'accord? Et puis, vous avez le IPV. Ça, c'est intravenous poliovirus. OK? Donc, le vaccin contre la polio. D'accord? Et puis, Hib B, c'est Haemophilus influenza type B, type B. D'accord? Qui, ensemble aussi, ça, c'est un vaccin combiné. D'accord? Encore une fois de plus, ça, c'est pour limiter les injections. Maintenant, vous allez voir que, en fait, le IPV, on l'administrait seul avant, mais IPV a été progressivement remplacé par un vaccin oral qu'on appelle OPV. Bon, on va voir ça après. OK? Et aussi, en fin 2018, l'hépatite B a été ajoutée au mélange de DTaP IPV HIB. HIB. OK? Donc, il y a aussi maintenant le Hep B qui a été ajouté. Tout ça là pour en fait diminuer le nombre d'injections qu'on va faire à un individu. Donc, de vous à moi, et ça c'est un secret que je vous partage, je vais vous embêter avec le MMRV, le DTaP IPV HIB et puis l'hépatite B. Vous devez savoir que ça, ce sont des vaccins qui sont systématiques. Vous allez en Kembo, bon, je ne sais plus exactement où on fait les vaccins au Gabon, mais en Kembo, certainement, on va vous demander, oh, est-ce que vous avez reçu le vaccin contre l'hépatite? Quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Non, mais ici, d'abord, l'hépatite n'est pas prise en charge par les hôpitaux. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des vaccins contre l'hépatite. Hein. Ah, si. Si, il y a des vaccins contre l'hépatite. D'ailleurs, pour voyager, je pense que c'est de plus en plus obligatoire. Par exemple, si vous voulez aller en France, on va vous demander votre carnet de vaccination. On va regarder, OK, quels sont les vaccins que vous avez. Et puis, on va vous parler de l'hépatite. Monsieur, Oui? je crois que ces vaccins-là ne sont obligatoires que pour les gens qui souhaiteraient se déplacer du territoire. Ceux qui doivent avoir des carnets de vaccination à jour. Mais la plupart du temps, c'est un vaccin qui n'est pas très demandé pour nous qui sommes sur le territoire. OK. C'est parce que simplement, le programme de vaccination n'est pas suivi. Parce que le programme de vaccination n'est pas suivi. Enfin, qu'à cela ne tienne, le CDC, ici aux États-Unis, il y a une organisation qui, en fait, gère les épidémies, les maladies et qui, en fait, étudie tout ça pour voir quels sont le nombre de cas de rougeole, d'oreillon, de rubéole. Est-ce que la rubéole est en augmentation? Est-ce que c'est en diminution? Est-ce que c'est plat? Quelles sont les politiques qu'il faut adopter? Donc, le Center for Disease Control and Prevention, CDC, Center for Disease Control, CDC. Alors, cette organisation va régulièrement regarder ce qui se passe avec les maladies et puis ils vont amener des recommandations. Et ces recommandations-là aboutissent à un calendrier de vaccination. Ce calendrier de vaccination, c'est pour les enfants, les adolescents et les adultes, parfois les gens, les personnes âgées. D'accord? Il y a certains vaccins qui sont donnés aux personnes âgées parce qu'ils sont beaucoup plus vulnérables que dans leur trentaine. D'accord? Alors, je vais répéter que
le CDC, donc le Center for Disease Control and Prevention, qui est une agence américaine, va régulièrement publier des calendriers de vaccination. Et ça, c'est pour nous ici aux États-Unis. Le CDC donne des recommandations au département de la santé ici aux États-Unis et le département de la santé dit, à partir de maintenant, la vaccination est obligatoire pour telle, telle maladie. Alors maintenant, après avoir dit ceci, j'aimerais que vous réfléchissiez un peu sur certains aspects. Réfléchissez à l'impact des décisions qui viennent du CDC sur la politique de l'immunisation au Gabon. Parce que le Gabon ne produit pas de vaccins. Okay? Le Gabon ne produit pas de vaccins, du moins que je sache. Les vaccins qu'on donne au Gabon, qui décide qu'on doit donner quel vaccin, à quel moment et à quelle population? Ça, c'est une question sur laquelle je voudrais que vous vous penchiez. Donc, en tant qu'étudiant en L3, je voudrais que vous vous posiez la question, qui décide quand est-ce qu'on doit prendre quel vaccin, à quel moment, combien de fois et quelle population devrait prendre ce vaccin? Vous me suivez? Monsieur, Oui? j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Monsieur, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a d'abord au Gabon des organismes qui réglementent l'administration des vaccins ou bien qui sont chargés d'établir des calendriers de vaccins comme le CDC aux États-Unis? Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question que moi, je vais vous renvoyer. Et j'ai envie de dire, si j'avais la possibilité, j'allais vous dire, est-ce que vous pouvez donner votre nom, s'il vous plaît? La personne qui vient de poser la question. Ogiama, Maeva. Maëva. Très bien, Maëva. Ça, c'est une bonne question que vous pouvez adresser dans un petit sujet de recherche. Vous avez quelque chose qui est d'intérêt et vous vous dites, vous posez la question, mais au fait, est-ce qu'il y a une organisation au Gabon, un organisme au Gabon, qui adresse la question que vous avez posée? Et là, vous allez commencer à creuser. Vous allez aller au niveau des départements, vous allez au niveau des, comment on appelle ça, de la santé, euh, du ministère de la Santé, des hôpitaux et compagnie, faire des questionnaires et puis présenter votre trouvaille comme un sujet de recherche qui aboutit à des données. Et vous venez avec des recommandations. Voici ce que j'ai découvert lorsque je faisais, lorsque j'essayais de répondre à une question. Voici ce que j'ai découvert. Et fort de ce que j'ai découvert, voici ce que je propose. Alors, pour répondre clairement à votre question, il y a des choses, des bribes, je veux dire des bribes de choses qui existent, mais les bribes de choses qui existent n'existent pas parce que nous avons une volonté étatique, ministérielle, de conduire tout ça. Ce que vous allez voir et observer, c'est que ce qui existe, existe presque parce qu'on nous l'impose. OK? Parce qu'au Gabon, il y a des programmes comme l'OMS. Alors, la question que vous devez vous poser, c'est quoi l'OMS? Qui est l'OMS?
Vous allez dire, oui, mais monsieur, c'est l'Organisation mondiale de la santé. OK, d'accord, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Mais qui est l'Organisation mondiale de la santé? Qui prend les décisions dans l'Organisation mondiale de la santé? Est-ce que le Gabon, Président, est-ce que le Gabon a une voix? Est-ce que le Gabon a une voix à l'OMS? Est-ce que le Gabon peut dire, nous, on propose que tel ou tel vaccin soit administré ou nous, on propose que tel ou tel vaccin soit éliminé parce que telle ou telle raison? Est-ce qu'on a cette voix-là? Alors, je vais un peu aller droit au but. Eh bien, je vais vous dire une chose que vous devez savoir, c'est que l'OMS se résume beaucoup, se résume énormément au CDC américain. Je vais vous répéter ça. L'OMS se résume énormément au CDC américain, the Center for Disease Control and Prevention. Alors, pour votre information, le CDC américain a des branches dans le monde. OK? Le headquarter qui est, qu'on appelle, comment on appelle ça? Le headquarter, c'est la maison mère, si vous voulez, du CDC, c'est ici à Atlanta. D'accord? Ils ont des branches au Brésil, ils en ont en Asie, y compris en Chine. Ils sont partout dans le monde et ils regardent ce qui se passe au niveau des maladies. Et parce que l'Amérique a des militaires partout dans le monde, la peur, c'est que quand nous envoyons nos militaires dans le monde, est-ce que quand ils reviennent à la maison, ils n'amènent pas des choses qu'on ne sait pas comment traiter? Auquel cas, nous devons trouver des solutions. Et l'Amérique finance énormément la recherche. Ce qui fait qu'ils découvrent beaucoup de choses parce qu'ils sont des gens qui voyagent beaucoup. Donc, ils viennent ici avec des maladies et on se dit non, 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 ça, on ne peut pas permettre que ça se distribue dans la population. Nous, on va faire quelque chose. OK? Donc, du coup, ils financent la recherche sur ces choses-là et ils trouvent des choses. Maintenant, la question que vous avez posée, c'est une question qui vaut la peine de creuser dans le cadre de vos études. Si vous n'avez pas déjà fait un choix spécifique, ça, c'est une question qui vaut la peine d'être posée. Et vous dire que, OK, bon, comment je vais faire pour répondre à cette question-là? Est-ce que je peux avoir un enseignant qui peut m'accompagner dans cette question-là? Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très, très, très élaboré en termes de nécessairement pour le master. Ça peut être quelque chose, je ne sais pas, une petite thèse dans le cadre d'une licence. Bon, je sais que ce n'est pas, ça n'existe pas véritablement dans le cadre d'IRBK, mais vous pouvez dire que moi, il y a un sujet de recherche qui m'intéresse, j'ai envie d'aborder telle chose. Est-ce qu'un enseignant peut m'accompagner par rapport à cette chose-là? OK? Donc, réfléchissez un peu à l'impact des décisions que le CDC prend sur la politique d'immunisation au Gabon. Au Gabon, vous avez ce qu'on appelle le Expanded Program of Immunization. On a vu ça antérieurement, qui est en fait un programme qui est poussé là-bas par l'OMS. Mais quelqu'un dit à l'OMS que, vous savez, les gens là, quand ils viennent chez nous, ils nous amènent des maladies. Et les maladies là, il faut qu'on les limite. Donc, si les gens là veulent venir chez nous, il faut qu'ils se vaccinent.
Voici comment ça se passe. OK? Ça, c'est sans détour. Maintenant, après, si on veut impliquer la politique dedans, on va dire que oui, mais vous savez, la rougeole, c'est un problème. Nous, on veut que la population mondiale se porte bien. Et parce qu'on se soucie de la population mondiale, nous, on a déjà développé le vaccin. On vous donne le vaccin pour que vous arrêtez de tomber malade. Ça, c'est ce qu'on va vous expliquer. Ça, c'est le politiquement correct. Mais la vérité, c'est que nous, on a déjà traité le problème de la rougeole chez nous. Mais vous, là-bas, vous n'avez pas encore traité le problème de la rougeole, mais en même temps, vous voulez voyager pour venir chez nous. Vous allez nous apporter la rougeole, les oreillons, la rubéole, la varicelle, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche. Non, 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 non. Il faut d'abord vous vacciner si vous voulez venir chez nous.